Bonjour et merci infiniment de choisir encore un jour pour cette émission Rencontre et Échange, l'émission de cryptage de l'actualité de fin de semaine sur Delta Santé. Le 20 décembre passé, les Togolais étaient appelés aux urnes pour désigner leurs représentants à l'Assemblée nationale, législative la plus controversée de l'histoire politique de notre pays. Alors, au lendemain de ces élections législatives, quelles leçons, quel bilan, quel élément de réponse apporté à la crise sociopolitique qui secoue notre pays, dont le pic a été l'année dernière, plus d'un an de revendications, cette feuille de route. Alors, que faut-il dire finalement? Quel bilan peut-on en faire? Voilà pourquoi nous sommes avec vous et pour inviter de cette émission, Dr Gada Ekwe, qui est conseiller politique à l'UFC. L'UFC qui a été un parti politique qui a pris part à ces élections législatives, alors que d'autres, notamment la C14, eh bien, n'étaient pas à ces consultations électorales. Docteur, merci de cette invitation. Merci à vous. Salut téléspectateurs. Et pour cette invitation, j'espère que vous me donnerez assez de temps pour rentrer dans certains détails. Tout à fait. Alors, pour commencer, nous sommes au lendemain de ces élections les plus controversées. Vous convenez avec moi que c'est des élections qui ont suscité beaucoup de débats entre la classe politique, notamment deux protagonistes de la crise togolaise. Alors, pour commencer, quelles leçons, quel bilan, qu'est-ce que ça vous inspire, ce qui s'est passé jeudi dernier? Bon, d'abord, je crois que les dieux du tonnerre ont tonné, mais n'ont pas frappé, se sont retirés. C'est ça. Les dieux de la Qu'est-ce que ça veut dire, oui? Le Togo était comme entre l'enclume et le marteau. Et beaucoup retenaient le souffle, attendant qu'il y ait un cataclysme, apocalypse, une catastrophe. Il y a eu des menaces de part et d'autre avant ce scrutin. Hier, lors de mes tournées, je me suis rendu compte que dans beaucoup de quartiers de Lomé, des anciens de quartier ont menacé des résidents, leur interdisant d'aller voter. Que si vous votez, on vous connaît, il y aura des sacs, il y aura des représailles. Et les services de sécurité étaient déployés dans toute la ville, pour ne pas dire tout le pays. Je crois que c'est une première depuis plusieurs décennies, les élections législatives. Et parce qu'on attendait une confrontation. Les gens ont appelé aussi à la mobilisation. Mais finalement, les dieux se sont cachés. Les dieux du tonnerre, de la guerre, de la foudre, ne sont pas venus. Pour dire que rien de grave s'était produit, c'est ça? Rien de grave ne s'est produit. Il y avait plus de peur que de mal. Et plusieurs Togolais ce matin ont regretté de n'avoir pas été votés hier. Parce que les gens ne sont pas sortis, surtout dans l'agglomération urbaine de Lomé, par peur. Il y avait une espèce de psychose dans la ville. Et moi, je crois que c'est un signe important pour les temps que nous courons. C'est-à-dire que nous sommes en train de rentrer dans une phase effective de paix politique, de pacification politique. Et s'il y avait eu, comme la C14 l'avait promis, l'apocalypse, l'année 2019 qui vient aurait commencé sous de très mauvais auspices. Et nous voyons par contre que la C14 n'a pas pu mobiliser, n'a pas pu entraver le déroulement des élections. Elle n'a fait que produire un spectre de peur qui heureusement a été levé depuis hier nuit. Ce matin, les Togolais sont sortis. Il n'y a que des journalistes et des gens qui font des commentaires. Mais l'essentiel, ce qu'on a préservé, c'est la tranquillité. Et si ce n'était pas une tranquillité apparente, parce que le problème de fond demeure toujours. Ce qui a fait que la C14 a demandé, appelé à ses militants de ne pas se rendre aux urnes, eh bien, ça reste intact, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas un calme apparent, une tranquillité trompeuse? Non. Je crois que nous serons surpris que le Togo soit en train de rentrer dans une grande période d'accalmie politique et de maturation politique. Parce que l'une des personnes très aguerries sur le ring est descendue du ring, est sortie du ring. Une chose est de... Vous faites allusion à votre mentor, J.K. Olympio? Non, je fais allusion à la C14. Et quand je parle de ring,
j'entends le parti UNIR, qui est au gouvernement, qui a les leviers de l'exécutif, et la C14 qui s'est virulemment opposée au gouvernement. Je crois que ce sont ces deux tendances qui se sont battues depuis 12, 13 mois. Une tendance est sortie du ring. Et je crois que... Mais qu'est-ce qui vous le fait dire? Pourquoi pensez-vous que la C14 est descendue du ring? La C14 est descendue du ring parce que la C14 vient de perdre sa légitimité. Bon, en réalité, son appel a été entendu, hein, docteur. Alors, il y a eu une ambivalence. Soit la C14 a appelé à une mobilisation pour entraver le déroulement du scrutin, soit la C14 a appelé à un Togo mort. Nous savons que la C14 a boycotté les élections. Oui. Elle a appelé à un boycott. Donc, actif, attendu. Oui, oui, donc on s'attendait à ce que les militants ou les suiveurs de la C14 n'aillent pas voter. Ce n'est pas une surprise. Deuxième chose, elle a appelé à l'entrave du processus, ce qui n'a pas eu lieu. Parce que l'entrave ne peut pas se juger à l'aune du taux de participation. Le taux de participation pour des élections référendaires législatives est impertinent. En démocratie, c'est impertinent. Donc, soit il entravait physiquement le processus, comme ce que les gens ont fait en RDC, en allant brûler disons le centre, le cœur logistique, ce qui a amené le gouvernement à renvoyer les élections, à reporter les élections au 30 décembre. Soit elle faisait ce genre d'action pour empêcher la tenue effective des élections, ou soit elle faisait rien. Donc finalement, le boycott a été suivi par les militants de la C14 et par certains Togolais qui ne sont pas militants de la C14, mais qui ne veulent plus de problème. Et qui, par peur de représailles, par peur de l'apocalypse qui était annoncé, ont préféré se terrer chez eux. On sait que le Togolais de la partie méridionale est généralement pacifique et est peureux. Depuis les années 50, tous les services, tous les rapports des services anglais, américains, français l'ont toujours dit, que les Togolais du Sud préfèrent ne pas braver le danger. Ils préfèrent être prudents. Ils préfèrent se replier. Donc c'est ce que nous avons encore remarqué, mais vous avez bien vu que dans la partie septentrionale, il y a eu une forte mobilisation pour les élections. On a un taux de participation qui est au-delà de 70% dans la partie. Est-ce que c'est des chiffres qui sont vérifiés? Vous l'avez contre tous ces chiffres-là? Parce que oui, ce sont des chiffres. Ce qu'on a vu, enfin ce qu'on a dit, d'après donc nos correspondants sur ces lieux, c'est qu'il y a peu de mobilisation dans ces régions aussi. Non, je me réfère aux chiffres officiels de la CENI, sortis ce matin. C'est ça. Oui. Donc il y a eu une forte mobilisation, en tout cas, une mobilisation qui n'a rien de comparable avec celle très macabre de Lomé dans les parties septentrionales. Parce que justement, la circulation de l'information, l'information qui va créer la psychose, n'a pas pu atteindre les zones septentrionales. Parce qu'il y a une carence de médiatisation. Est-ce que cet argument tient toujours, cette partition du Togo en deux, une partie acquise à la cause du système et une autre à l'opposition? Est-ce que ça tient toujours? Non, je ne crois pas qu'il s'agisse du fait qu'une partie soit acquise à l'opposition ou acquise à la majorité présidentielle. C'est plutôt une division médiatique asymétrique du territoire. C'est-à-dire il y a une overdose de médias à Lomé, alors que vers l'intérieur, quand vous dépassez déjà Blita, il y a une carence de médias. Donc les appels à la violence, les appels à l'entrave, qui vont créer la psychose qu'on a vécue à Lomé, n'ont pas pu atteindre les populations du septentrion comme les populations du méridien. Et pourtant, elles aussi étaient très actives lors des manifestations. D'ailleurs, ce qu'on dit, Blita était le foyer de la contestation. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous savez qu'entre... on a voté le jeudi, tout est parti le mardi. Donc les 2 jours n'étaient pas tellement suffisants pour qu'il y ait la traînée de poudre vers les zones septentrionales. Donc on a vu, en fait c'est l'information qui a fait terrer les Togolais du méridien.
les Togolais de la zone méridionale. C'est l'information qui a créé la psychose. Et puis, lorsqu'il y a des grabuges et que des gens meurent, c'est souvent à Lomé, Lomé périphérie. Les gens ne veulent plus mourir, justement. Les gens ne veulent plus à cause d'une balle perdue ou à cause des répressions. Parce que quand vous bravez l'interdiction du gouvernement, vous dites non, nous allons marcher, nous allons entraver une élection, c'est dangereux. L'autorité, Max Weber a toujours parlé, Kelsen aussi, ils ont toujours parlé du monopole de la violence physique et symbolique. L'État maintient le monopole de la violence. Légitime. Légitime. Donc vous pensez que c'est légitime que l'État réprime des manifestations à caractère pacifique? Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Je voudrais dire que l'État a les moyens d'imposer sa paix, sa pax, sa loi aux populations. Et donc, lorsque les gens disent que nous allons aller contre l'État, ils courent un grand danger. Les populations sont maintenant très au courant de cette dynamique. La preuve, c'est que dernièrement, lorsque la C14 a appelé aux mobilisations, les gens ayant peur, les gens ne sortent plus en fait. Lorsque la C14 a appelé au Togo mort, les gens sont sortis. Parce que si vous ne sortez pas, il y a une absence sur le poste de travail. Après, on sait que vous avez respecté ce que la C14 dit. La C14 n'est pas le gouvernement officiel, légitime, légal au Togo. Donc vous craignez les représailles. Ça fait que, c'est clair que les habitants de Lomé, de la zone méridionale, ils préfèrent faire les choses, soit ils restent à la maison, chez eux, ils préfèrent ne pas courir de danger, ne pas rentrer dans des situations où ils vont perdre leur vie, ou perdre un membre, ou devenir des handicapés, parce que la violence est un sale jeu. Et il y a des gens qui sont formés pour exercer la violence. Justement, l'État forme des gens, des citoyens, qui doivent être des professionnels de la violence. Et ces gens ne doivent pas être des pacifistes. C'est la dérive qu'a connue l'Afrique lorsque, à l'improviste, on a été envahi par des nations arabes et européennes qui nous ont dominés, parce qu'à un moment donné, les guerriers sont devenus des pacifistes. Dans un État qui se respecte, les guerriers ne peuvent pas être des pacifistes. Justement, le mérite de la console de l'armée, c'est de pouvoir gérer les troupes, parce que les troupes sont formées pour mater. Donc, de ce point de vue, lorsque nous disons ceci, que les populations ont peur aujourd'hui de se faire brutaliser par les forces de l'ordre. Lorsqu'on a organisé des marches que l'autorité a autorisées, il n'y a pas eu de représailles, pas eu de répression. Mais lorsqu'on a organisé des marches contre l'aval de l'autorité, il y a eu des répressions. Ça devient une constante. C'est une constante. C'est ce qui explique que les gens, à Lomé, je suis sorti et fait le tour de la ville. Je suis sorti, j'ai remarqué que les gens ne sont pas. Les gens ont préféré faire une Lomé morte. Oui, il y a eu presque une Lomé morte hier jeudi. Avant-hier jeudi. Voilà. Donc, je crois que c'est ça ce qui s'est passé. À partir de cet après-midi ou de demain, nous verrons les chiffres officiels définitifs de la CENI et nous saurons exactement le taux de participation définitif. Mais je crois avoir vu que le président de la CENI a parlé de 59% pour le moment. Oui, pour le moment. Est-ce que ce n'est pas un chiffre un peu exagéré? Sinon... Je ne saurais le dire. Vous savez, si on s'en tient à la faible mobilisation électorale de Lomé, on pourrait aussi se tromper. Il faudrait attendre que tous les procès-verbaux depuis 5AC arrivent, soient centralisés, et qu'on voit sur la base du nombre inscrit combien effectivement de personnes sont allées voter, et alors on établira le vrai taux de participation. C'est ça. Oui. Avec beaucoup de bulletins nuls, on n'en a pas encore la certitude, mais il semble que dans plusieurs bureaux de vote, il y a eu beaucoup de bulletins qui vont être déclarés nuls. Oui. Je crois, à mon humble avis, qu'il ne s'agit pas en majorité de bulletins vierges, mais de bulletins mal votés. C'est ça. Parce que, vu la situation dans laquelle le vote a eu lieu, je ne crois pas que des gens se soient levés de chez eux, sachant très bien qu'ils n'iraient voter pour personne et aller au bureau de vote. Je crois que la majorité, c'est des personnes qui, vu qu'il y a eu une mauvaise préparation, une mauvaise éducation sociale pour le vote, et des gens ont dû
timbré plusieurs fois, ou ont du mal à exploiter le bulletin. Des vidéos sur... Justement. Et ça fait que les bulletins ont été rendus nuls. Oui, je suis certain que c'est cela. Ça. Parce que, voyez-vous, c'est très compliqué, même à la veille des élections. Moi, j'ai eu à parler avec des familles, des gens de ma famille, et des amis qui ne savaient pas. J'ai dû leur expliquer comment voter. C'est ça. Des gens qui voulaient aller voter, ils ne savaient pas. Mais donc, on a dû leur envoyer des vidéos et des photos. Vous voyez, vous devez voter comme ça parce qu'il n'y a pas eu. Vous savez, lorsque le processus est contesté, il y a une partie de l'opinion politique qui dit non, qui interdit à ses militants d'aller voter, qui menace les gens. Alors, il y a un désintérêt. Et la communication qui doit accompagner l'opération de vote ne s'est pas bien faite. Ça fait que c'est vraiment un vote assez particulier. Oui, mais c'est la preuve qu'il y a de l'impréparation, de l'improvisation, raison pour laquelle bien des voix sont levées pour demander le report du scrutin. Bon, alors, des voix se sont levées, c'est vrai, pour demander le report du scrutin. Je ne saurais m'exprimer sur le bien fondé de leurs actions. Parce que je ne sais pas à quel niveau d'information eux ils sont. Notamment le clergé, les protestants et une partie du monde musulman. Ouais. Et beaucoup de chroniqueurs, beaucoup de personnalités. Pourquoi une partie du monde musulman? Parce qu'ils étaient question des cas musulmans. Oui, vous savez qu'il y a plusieurs démembrements et tous ne se sont pas exprimés. Il y a une partie qui s'est exprimée. Bon, maintenant, si on reporte un scrutin, il faudrait donner des raisons valables pour que le scrutin soit reporté. Il faudrait que le scrutin n'arrive pas à un seuil d'irréversibilité. Parce que lorsqu'on engage des moyens, on engage des correspondances à l'international, on fait signer des contrats pour l'observation du scrutin à des centaines d'observateurs. Le système international est acquis pour les élections. Quand vous arrivez à ce seuil, c'est très difficile. On ne peut plus faire marche arrière. Non, c'est très difficile que vous décidiez. Si vous décidez, il faut qu'il y ait des raisons suffisantes pour dire, mais attention, là vous voyez que les élections se sont produites. Si on les avait reportées, on se serait dit, peut-être qu'on a perdu encore un tournant décisif. Donc je crois que les choses se sont bien passées. Mais il y a quelque chose qui presse quoi, qu'il faut absolument faire les élections le 20 décembre, sans concession, sans... Bon, ça c'est à la CEDEAO qu'il faudrait poser cette question. Et parce que c'est depuis le 31 juillet que la CEDEAO a donné cette date-là. Oui, on a dit que c'était une date indicative, pas forcément butoir. Oui, ben, ils ont dit que c'était une date indicative. Pourtant, tout le processus qui a été décliné était fait en fonction du respect du 20 décembre. Processus de recensement, de recomposition de la CENI, et tout ce qui a suivi. Le chronogramme à respecter a été fait de telle sorte que le 20 décembre soit effectivement la date du vote. Donc si on dit que ce n'est pas une date fétiche, mais on fait tout pour que les élections soient faites en cette date. Qui a fait tout? C'est le régime, c'est le pas de concert avec la C14. Alors, je crois qu'il faudrait peut-être revenir au document du 23 septembre, où le gouvernement et la C14 se sont entendus devant les facilitateurs sur un chronogramme, notamment le recensement qui devait commencer le 1er octobre. Ce chronogramme-là a été approuvé par les deux parties. Et ils avaient aussi convenu qu'ils auraient fait rentrer dans la CENI les membres manquants à travers une certaine formule de recomposition. Voilà. Donc tout ceci avait été fait dans l'idée que le 20 soit la date des élections. Moi, la question que je me pose, et que beaucoup de facilitateurs se sont posés, plusieurs officines se sont posés, mais pourquoi donc, si une partie ne voulait pas du 20, pourquoi donc avoir accepté le chronogramme qui a été établi le 23 septembre? Et lorsque le problème de l'UFC s'est posé à la CENI, et que finalement, il y a eu la rencontre capitale de Conakry, ils sont tous revenus de Conakry avec deux résolutions importantes. La requête de la sortie de l'UFC de la CENI, une première résolution. Deuxième,
une prolongation du processus de recensement pour que les leaders de la C14 puissent s'enrôler. Cette décision avait été prise. Ils étaient tous rentrés. Ils n'ont pas contesté cette décision devant les facilitateurs. Ils sont rentrés. Donc les facilitateurs étaient convaincus qu'une fois à Lomé, l'UFC serait sorti, la C14 serait rentrée à la CENI, la C14 se serait faite enrôler et que le 20 décembre, bien entendu, les élections se seraient tenues. Mais, bizarrement et de façon complètement inattendue, on voit que la C14 a prôné encore le boycott. Bon, nous sommes un peu en difficulté parce que quand vous suivez un peu les pas de l'opposition réunie au sein de la C14, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a un objectif qui est occulte. C'est mon analyse. C'est que il faut tout faire pour que le 20 décembre ne soit pas le jour électoral. Et il faut tout faire pour que des réformes de fond qui n'avaient jamais été versées et discutées dans le cadre de la CEDEAO fassent débat et que toutes ces réformes soient faites. N'importe le temps que cela prendra. C'était le principe même de la feuille de route, n'est-ce pas? Non, la feuille de route a prévu un certain nombre de réformes qui sont très précises. Par exemple, la feuille de route n'a jamais parlé de recomposition de la CENI. Ça a été une requête extraordinaire que la C14 a introduite. Et que les facilitateurs et UNIR ont considéré, c'est bon, c'est faisable, on peut le faire. Mais après, lorsqu'on nous parle... Sauf que ça n'a jamais été fait. Oui, non, les 8 membres n'ont jamais... Oui, mais les 8 membres n'ont jamais prêté serment et ce n'est ni la faute de UNIR, ni la faute de l'UFC, ni la faute de la CEDEAO. Parce qu'au finish, l'UFC a laissé sa place. Et les 8 membres pouvaient rentrer. Au moment où les 8 membres devaient rentrer, devaient faire la prestation de serment, on entend une nouvelle réclamation. Le découpage électoral. C'est toujours ainsi que ça évolue. La C14 arrive à demander quelque chose dans le fracas. Après plusieurs moments de tiraillement, on leur accorde ça. Et quand la chose leur est accordée, au lieu de marcher, ils disent non, attention, il y a encore autre chose qu'on demande. Bon, on pose le problème du découpage électoral. Vous savez ce que ça veut dire? Le débat sociologique et politique de fond qui doit amener à une réforme de la loi électorale pour qu'on change le découpage électoral. Il y a la démographie, il y a l'histoire, il y a beaucoup de choses en jeu. Si vous faites le principe d'un homme, un vote au Togo, pour les législatives, je ne parle pas du chef de l'exécutif, ce sera une catastrophe. Parce que automatiquement... Comment expliquer cela? Alors, automatiquement, les communautés qui ont la plus grande démographie seront surreprésentées au Parlement, systématiquement. Et là, le jeu démocratique sera à la merci de l'équilibre démographique dans le pays. Or, la modification de la coupe démographique prend du temps dans les âges. C'est ce que le général Nassim Béadema disait entre-temps, dans les années 90, que si on fait la démocratie, on applique la démocratie littérale au Togo, il n'y aurait que des chefs d'État de la zone méridionale. Donc, le cas du Togo est spécial. Et si on demande qu'on fasse un redécoupage électoral, maintenant, moi, je dis qu'il faut un débat de fond qui ne prendra pas 1 année, ni 2 ans, ni 3 ans. Et ce débat doit être mené par des gens qui sont au-dessus des affects, au-dessus de la haine, au-dessus de l'animosité. Parce que quand il y a la haine, l'animosité, la méfiance, ce débat n'aboutira absolument à rien. Oui, mais ce n'est pas aujourd'hui que la question de découpage électoral se pose. Voilà. Et pourquoi elle n'a jamais été résolue? Parce qu'elle n'a pas été posée dans des termes qui seraient politiquement corrects. Moi, je crois que c'est un débat qui doit être posé par les universitaires, pas par les politiques. Parce que lorsque les politiciens posent ce débat, c'est pour tirer le drap, c'est pour une finalité intéressée. Et ceux qui ne sont pas dans cette finalité intéressée vont se rebeller contre cette position et sera toujours ce qu'on appelait le tir à molle entre les deux acteurs. Donc, la C14 demande maintenant qu'on fasse un redécoupage. Vous savez, ça va nous amener directement vers 2020, ça dit 2020. Et ça va finir par être quoi? Une prolongation du mandat
de l'actuel Parlement jusqu'en 2020. Alors, si c'est cela l'objectif, ça pouvait être versé à la CEDEAO et discuté clairement avec l'UNIA, avec le gouvernement ou avec les autres acteurs de l'échiquier politique national. Au lieu de le déposer, de le cacher et de manœuvrer de telle en sorte qu'à la fin les gens soient amenés à cet objectif, mais plusieurs font dans la stratégie politique. Donc lorsque les gens comprennent que vous avez un objectif et que vous manipulez, vous voulez manœuvrer pour arriver là, donc vous êtes dans de la manipulation, même des populations qui vous suivent, les gens vous arrêtent. Donc je crois que a priori, je ne sais pas si vous vous souvenez, au lendemain du 31 juillet, il y avait eu des voix qui se sont levées contre le 20 décembre, a priori. C'est-à-dire, la date du 20 décembre, a priori, indépendamment des facteurs objectifs, des difficultés techniques, de tout ce que cela peut entraîner, il y avait une position politique a priori. C'est ça. Et c'est cela le problème du 20 décembre. Donc, ça avait deux positions, les unes contre les autres. Et finalement, le jeudi 20 décembre, nous sommes allés voter. Je suis personnellement allé voter en tant que citoyen, je donne l'exemple. Ensuite, parce que mon parti, l'UFC, a besoin de mon vote également. Voilà. Donc, et qu'est-ce que vous avez décidé à prendre part à ce vote? Est-ce que vous pensez que les conditions sont tout à fait réunies pour un vote transparent, démocratique, un jeu franc? Non, là, je peux vous donner deux réponses. D'abord, en tant que chercheur de la chose politique africaine, je vous dirais tout froidement que les élections en Afrique ne sont pas transparentes. On n'a pas atteint le niveau de préparation civique pour que les élections soient transparentes suivant les standards internationaux européens occidentaux. Oui. Donc nous avons acquis un niveau d'acceptabilité. C'est pour cela qu'on dit que les élections sont bonnes lorsque les acteurs plus ou moins sont d'accord. Bon, maintenant, en tant que politique, je vous dirais que certaines conditions, les conditions minimales étaient réunies. Les conditions objectives minimales sont toutes réunies. Mais maintenant, s'il y a des personnes qui sont intentionnées à frauder, vous ne pouvez pas les empêcher. Vous ne pouvez pas les empêcher parce que c'est comme, vous savez, c'est comme l'informatique. Vous créez un virus, il y a un antivirus. Vous sécurisez un domaine, il y a toujours un antivirus. Il y a toujours une fuite. Donc, quel que soit le niveau de transparence que nous aurons atteint, même dans les pays les plus rodés à l'activité démocratique, il y a toujours des fautes. Les dernières élections en France, ça vous vous souvenez très bien qu'il y a eu près de 500 000 doublons. Voilà. Et lorsque le président Donald Trump a été élu, vous savez très bien comment ça s'est passé. Lorsque George Bush a été élu contre Al Gore, vous savez fait des recomptes. Justement. Donc, cela se passe quand il y a une volonté manifeste de fraude, quelles que soient les conditions que vous aurez mises en place de transparence, des gens réussiront à frauder. Mais est-ce que cela l'essentiel? Soit on arrête carrément ce jeu des élections législatives, on repense le système politique national. Ou on le fait, mais on accepte qu'on traîne des tares, qu'on traînera des tares, et qu'avec le temps, nous allons les surpasser, les corriger. C'est ce que je crois. C'est ça. Alors ces députés seront élus, qui vont représenter, soit les Togolais, est-ce que c'est pour tout le Togo entier? Parce qu'on a vu qu'il y a une partie qui n'a pas pris part à ces élections. Oui. Politiquement, je vous dirais que l'Assemblée ne sera pas représentative de toutes les factions politiques du pays. Mais juridiquement, puisqu'il y a une fiction juridique qui veut que l'Assemblée soit représentative de toute la nation, juridiquement, je vous dirais que l'Assemblée est représentative. Il y a un autre argument qui conforte l'argument juridique. C'est que dans un pays, démocratiquement, lorsqu'on fait un appel à l'expression, c'est ceux qui s'expriment qui auront les avis pris en compte. Donc ceux qui ne s'expriment pas, on suppose qu'ils n'ont pas d'avis. Ou ils ont décidé de ne pas avoir d'incidence sur le processus. Donc démocratiquement, la nouvelle Assemblée est légitime.
Maintenant, si on avait mis de la coercition, si on avait forcé des gens à ne pas s'exprimer, on avait empêché des gens de s'exprimer, on pourrait dire qu'il y a illégitimité. Mais dès lors que les conditions ont été mises en place pour que chacun puisse sortir, chacun puisse aller voter, certains ont décidé de ne pas voter, c'est un droit constitutionnel que de ne pas voter, que de boycotter. Ceux qui ont boycotté... Le droit au vote n'est pas obligatoire dans notre... Non, c'est pas obligatoire. Si c'était obligatoire, il y aurait un système fiscal qui allait l'imposer. Donc vous votez pas, on vous fait une détraction automatique. Donc vous êtes libre d'aller voter comme nous. Donc le boycott aussi est libre. Vous êtes libre, je veux dire, le boycott aussi est permis. C'est ça. Donc ceux qui s'expriment, qui représentent en ce moment M de l'histoire politique, les voix qui détermineront l'avenir politique du pays. C'est cela le danger de la chaise vide. La politique de la chaise vide est telle que c'est une illusion. La chaise, elle ne sera jamais vide. Elle sera vide de vous et d'autres personnes vont l'occuper. Donc si vous faites la politique de la chaise vide, vous devez être certain de ce que sûr de contrôler ce que vous faites. Comme on parle de démolition contrôlée. Vous savez ce que vous faites du début jusqu'à la fin. Mais si vous n'avez pas le contrôle de votre stratégie, vous faites la chaise vide, d'autres personnes vont l'occuper. Vous regardez maintenant, il y a des partis qui n'attendaient que le renouvellement de la législature pour rentrer au Parlement. Bon, l'UFC a toujours été au Parlement, mais je ne vais pas vous cacher que depuis la débâcle de 2013, le parti n'attendait que 2018 pour augmenter sa cote de représentativité parlementaire. Donc le moment est venu que des gens qui seraient des adversaires politiques ou des alliés politiques aient refusé d'aller ou pas, l'UFC participerait de toute façon. Donc elle a saisi l'occasion, n'est-ce pas? Elle a saisi une occasion que la crise n'a pas compromise. Avec l'espoir de faire mieux que 2013? Bien sûr, bien sûr. On attend les résultats. Nous attendons les résultats et j'espère de tout mon cœur que nous aurons plus que 3 députés, puisque nous avons eu 3 en 2013, que nous aurons plus que 3 députés. Bon, maintenant, que nous ayons un très grand nombre de députés, ce serait un rêve. Parce que nous sommes conscients que notre électorat a été divisé en deux, et d'ailleurs en plusieurs parties. Une grande partie est allée vers l'ANC, d'autres parties ont suivi des partis politiques qui sont nés de l'UFC, comme ADI, comme le parti de Nicodème Habia, et beaucoup d'autres partis qui étaient tous, en fait, dont les leaders étaient tous de l'UFC. Il y a eu une division de l'électorat de l'UFC. Donc nous ne prétendons pas à une majorité parlementaire. Nous prétendons juste à une réélévation de la cote de représentativité parlementaire. Et je crois que nous l'aurons parce que cette année, nous avons beaucoup travaillé. Et qu'est-ce que ça aura changé dans la résolution de la crise que connaît le pays depuis belle lurette? Alors ça dépend de ce que maintenant nous appelons crise. Voilà. Est-ce que ces élections ont mis fin à la crise? Oui, maintenant nous allons devoir faire l'herméneutique de la crise. C'est quoi donc, puisque tout le monde parle de crise, c'est quoi donc cette crise? De notre point de vue, nous pensons qu'il y a 2 crises. La crise des réformes et la crise de l'alternance politique au Togo. C'est 2 éléments. On peut les mettre ensemble dans la crise. Maintenant, les réformes seront faites bientôt. Je parie que le nouveau Parlement, d'ailleurs... Toujours dans le cadre de la feuille de route? Bien sûr, puisque la feuille de route a recommandé les réformes. Et le nouveau Parlement aura comme premier point de son agenda les réformes constitutionnelles. Si les réformes constitutionnelles sont faites, une partie de la crise sera évacuée. Le second problème qui reste... Malheureusement sans les autres, ou bien est-ce qu'après on va étendre les recherches de solutions à ceux-là qui ne sont pas représentés? Je suis très désolé de vous dire que la considération des autres, surtout des autres politiques adversaires, pire des autres qui ont montré de l'hostilité à notre égard, je parle en tant que UFC, leur considération devient pour nous un exercice très spécial. C'est-à-dire nous ne considérons pas les autres. Quant à ce qui est du problème des réformes,
l'UFC ne tombera pas 2 fois dans le même piège. Je rappelle à l'opinion qui nous suit, qu'après l'accord de 2010, l'UFC et le RPT avaient réussi à s'entendre sur tous les points des réformes dont on parle aujourd'hui. Le document qui doit aller au Parlement était prêt, qui devait être voté. Nous revenons toujours sur cette question-là. Il y a eu des appels à l'ouverture, notamment le président du CAR qui a dit que ce serait indécent que les 2 fils des 2 présidents se mettent d'accord pour faire les réformes pour tout le pays. Qu'est-ce qu'il dit par là? Il fait abstraction de l'objectif qui serait le fait de faire des réformes et il met en emphase l'identité de ceux qui font les réformes. Mais est-ce que dans une situation comme la nôtre, où ce qui est important, c'est les réformes, est-ce qu'il faut mettre en emphase ceux qui les font? C'est ça. Alors, l'UFC, voulant faire de l'ouverture, ces années-là, a dit, bon, ok, temporisons. Faisons venir tous ceux qui estiment qu'ils devraient aussi participer au mécanisme. Et quand ces gens sont venus, CPDC rénové, tout a capoté. Rien n'a plus fonctionné. C'est ça aussi le côté négatif de ce qu'on appelait l'ouverture ou la participation démocratique. Quand vous pouvez faire une chose qui est bonne, faites-la. Maintenant, le Parlement sera mis en place. Les partis politiques représentés, je crois qu'aucun parti ne courra le risque de dire non aux réformes. Ça devient un péché politique. Que dans ce Togo d'aujourd'hui, à partir de janvier, de février, des partis ou des indépendants au Parlement disent non aux réformes. Donc je crois que ça sera fait. Que ce soit sans la C14 ou sans les autres partis de la C14, je crois que le peuple togolais doit supporter et soutenir ceux qui au Parlement vont faire ces réformes. C'est ça. Les réformes seront faites. Donc le premier point de la crise sera vidé. Le deuxième point, qui est le point le plus critique, qui est celui-là de l'alternance, va se poser de nouveau. Et nous avons notre vision sur l'alternance. Nous avons dit, vu l'histoire du Togo, vu ce qui s'est passé dans les années 50, dans les années 60, dans les années 90, dans les années 2005 et suivantes, le cas du Togo ne peut être réglé qu'à travers une formule d'alternance pacifique. Éventuellement négociée si possible. Les autres disent qu'ils veulent obtenir une alternance dans le rejet de l'autre. C'est-à-dire dans la belligérance. Nous ne sommes pas d'accord parce que nous savons là où ça peut entraîner notre pays. Les prochaines années vont nous dire la tendance qui aura raison de l'histoire. Alors selon vous, comment ça va se faire, cette alternance? Alors, vous l'avez dit de façon pacifique, d'accord, ça ne peut que la voie solitaire. Oui. Mais alors, sous quelle formule, dans quel processus? Alors, je crois qu'il y a deux quais. Le premier quai, c'est celui de la loi. Puisque la loi est d'ordre général et qu'elle met d'accord toutes les composantes de la cité, une fois que la loi est plantée et que, c'est-à-dire les réformes sont faites, la limitation de mandat est acquise, on sait qu'il y aura alternance forcément. Et on a espéré, et cela a été acquis, qu'il y ait un blocus, une espèce de blocus, sur l'article qui limite les mandats. Oui. Pour que, avant que les 10 ans n'expirent, il n'y ait pas de remodification du même article. C'est ça. Si cet aspect est acquis, alors nous sommes certains qu'au maximum, dans 10 ans, il y aura alternance. Une alternance qui sera... Au maximum. C'est-à-dire que... C'est-à-dire à partir de 2020, oui, nous arriverons à 2025. Et si éventuellement le candidat actuellement, qui est le président, M. Faure Gnassingbé, qui se présente en 2020, gagnait encore en 2025, il aurait encore 5 ans. En 2030, il aurait fini. Et cette loi étant maintenue, il ne pourra pas aller au-delà. Donc, de façon légale, il y aurait... La question de la rétroactivité, tout ça là sera balayé. Non, nous avons déjà montré que la loi constitutionnelle n'est pas rétroactive. Si elle est rétroactive, elle n'est jamais rétroactive en punissant un acteur. Elle est rétroactive, on la fait rétroactive pour dédommager, pour indemniser, pour faire du bien, pas pour retrancher un bénéfice. Donc, jusqu'à l'absurde, ce serait impossible
qu'on fasse de ces réformes des réformes rétroactives. Elles vont disposer pour l'avenir. C'est la meilleure option pour pacifier le pays. Et c'est là la grande porte de discorde justement de les politiques. Non, ça c'est une question de droit pur. C'est une question de droit pur. Maintenant, il faudrait que les politiciens aussi voient les avantages politiques d'une telle disposition. Parce que, qu'est-ce que vous gagnerez en faisant rétroactive cette loi? Qu'est-ce que vous perdrez en la faisant rétroactive? Est-ce que vous pourriez contrôler la furie des acteurs qui sont prépondérément plus puissants lorsque vous aurez décidé que cette loi soit rétroactive? Est-ce que vous serez responsable des conséquences gravissimes sur le pays, de leur furie? Donc, il faut faire les calculs. Donc on reste, on laisse tomber et puis on évolue comme ça. Moi, je crois que la meilleure façon, c'est de poser les réformes, de laisser la loi faire son cours. En 2000, tout au plus, en 10 ans, il y aura alternance. Maintenant, le second quai, c'est lequel? C'est le quai de la négociation. C'est ça. Parce que, en 1998, l'UFC a gagné les élections présidentielles. Vous avez les résultats, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, nous savons que l'UFC a gagné ces élections. Mais l'UFC n'a pas pu gouverner, n'a pas pu avoir l'effectivité du pouvoir. Parce qu'il n'avait pas les moyens. Parce que, au-delà des élections, il y a d'autres pesanteurs du pouvoir. Et ces pesanteurs sont toujours là et elles doivent être gérées par des négociations. C'est pour cela que nous disons, pour mieux pas, mettons la loi, plantons le décor légal. Et deuxième pas, rentrons dans les discussions avec tous les acteurs possiblement pour voir dans quelle mesure obtenir au Togo une alternance pacifique. Que personne ne meure, que ceux qui passent la main soient certains qu'en passant la main, ils ne payent pas leur propre mort, que ceux qui arrivent sachent que quand vous venez, votre rôle, votre mission, c'est pas de faire du mal à ceux qui vous ont précédé, mais c'est de construire le pays. Lorsque ces deux points sont acquis, je crois qu'une alternance pacifique sera possible. Mais il ne faut pas des acteurs qui sont enragés, des acteurs qui sont toujours fâchés, qui sont toujours dans l'invective, qui sont toujours dans la colère. Ces gens d'acteurs ne peuvent pas mener cette mission. Il faut des acteurs pondérés qui ont la mesure du temps, parce que le temps, ce n'est pas seulement nous. Nous passerons, d'autres personnes viendront. C'est ça. C'est peut-être un débat dépassé, mais ça rappelle encore l'accord que vous avez signé avec le... Est-ce que vous avez pu obtenir quelque chose avec cet accord? Parce que vos détracteurs disent que cela n'a rien donné. Bon, nous laissons nos détracteurs parler. Oui. Puisque lorsque vous êtes en dehors d'une cuisine, comment pouvez-vous parler de ce qui se passe dans cette cuisine? Nous avions organisé une conférence, je crois, le 24 novembre, où on a eu la chance d'avoir la plupart des ministres de l'UFC qui étaient au gouvernement, notamment le ministre Gallet, Madame la ministre de Souza Wilson, et bien d'autres qui étaient là, qui ont témoigné, qui ont eu l'occasion de dire ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pu faire lorsqu'ils étaient au gouvernement. Mais au-delà de cela, de ces questions qui sont purement techniques et qui auraient pu être faites par d'autres ministres, il y a la pacification de la vie politique dans le pays. Vous savez, pendant plusieurs décennies, politique au Togo était synonyme de mort, de danger. Et c'est ce climat de terreur... Alors, vous pensez que c'est mieux maintenant par rapport à hier? Absolument. Absolument. Je crois que c'est mieux maintenant. Et beaucoup de réfugiés aussi ont commencé par rentrer. Les réfugiés qui étaient au Bénin, qui sont au Ghana, et ils ont commencé par revenir au pays. Et on ne peut pas comparer la situation actuelle, où il y a beaucoup de liberté, par exemple sur les médias. Il y a tellement de liberté. On ne peut pas comparer cette situation-là à ce qui était antécédente aux années 2000. C'est un gain de l'accord. Bien sûr, bien sûr. L'accord l'UFC-RPT a pacifié le pays. Oui, vous savez, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur ça à partir de l'année 2019. Parce que l'UFC a un défi de pédagogie vis-à-vis de sa clientèle, de ses militants, que beaucoup n'ont pas compris ce qui s'est passé. Vous savez, l'opposition togolaise est née sur un quiproquo fondamental qui est celui-là d'une vengeance ancestrale. Dans les années 90-91, le moteur de l'opposition
ce n'était pas le maître Agboibon. Le maître Agboibon, c'était monsieur droit de l'homme. Il allait défendre le Togo, l'État togolais, c'est-à-dire le régime, dans les essences internationales. Ensuite, ils ont créé CNDH. Alors, le moteur de l'opposition, c'était monsieur Gilchrist Olympio. C'est lui qui a concentré autour de lui toutes les personnes qui vivaient une certaine animosité et hostilité vis-à-vis du pouvoir. C'était cela, l'opposition politique au début. Et lui-même, c'est-à-dire le président national de l'UFC, M. Gilchrist Olympio, avait un contentieux personnel vis-à-vis du régime. Indépendamment des politiciens, des petits politiciens du Togo qui veulent, je ne sais pas ce qu'ils veulent, lui, il avait une affaire personnelle à clarifier avec feu et adément. Et cette question-là renvoie à l'assassinat de Sylvanus Olympio, qui était son père biologique. Et cette question était un grand moteur de son engagement. Que les gens ne croient pas que dans une balance, ils auraient 50%, 50%. 50%, c'est-à-dire le contentieux de la mort de Sylvanus Olympio, 50% le défi de la démocratisation du Togo, non. La question de la mort de Sylvanus avait un pourcentage bien plus élevé. C'était une affaire personnelle. C'était une affaire personnelle. Et donc, ce contentieux a été vidé, c'est-à-dire la haine qui est due parce qu'on assassine votre père. Pour sa mémoire, vous avez le devoir, si vous ne voulez pas vous venger peut-être parce que vous avez un cœur paisible, au moins devoir de clarification avec ceux qui sont présumés auteurs de ce crime. Et donc, en tant que fils digne de son père, il a entraîné toute une barque de politiciens togolais dans la contestation du régime. À un moment donné, il a résolu ce contentieux avec le rapprochement, je ne vais pas rentrer dans certains détails, entre l'UFC et le RPT. Ce contentieux a été vidé. Du moment où ce contentieux est vidé... Sur le dos de ceux qui l'ont suivi et du peuple. Hein. Non, alors, le peuple, vous savez, la famille d'Ablodé... Vous avez dit tout ce qui l'a entraîné, évidemment, n'est-ce pas? Ce problème personnel est devenu un problème national. Après mais attention, le problème a toujours été national. Mais dans ce national, il y avait des individus qui avaient une affaire personnelle à régler. Alors, lorsque le chef de cette opposition a vidé ce contentieux, ceux qui étaient avec lui, ils ont fait une démarche louable qu'on appelait la paix des braves. L'UFC n'était pas encore divisé à l'époque. Ils ont fait la paix des braves pour qu'au Togo cesse définitivement cette opposition morose qui n'est pas de l'opposition démocratique ordinaire, mais qui est autre chose. C'est ce passage-là que les masses togolaises qui ont suivi l'UFC n'ont pas saisi. Je reviendrai volontiers. Parce que le passage a été brusque. Hein? Oui, je reviendrai volontiers sur cette question. Je vous promets. Parce que c'est une question qui a occupé 8 ans de ma vie de recherche. C'est ça. Et il y a un document en préparation qui va parler exclusivement du 13 janvier 63. C'est ça. Je crois que le peuple togolais, beaucoup d'acteurs ont besoin de comprendre ce qui s'est passé. Parce que ce fait a modifié l'évolution politique de notre pays. Donc, Gilchrist Olympio, il a clarifié cette question-là. Et il a demandé aux gens dans le pays, mettons bas la terre. Faisons maintenant de l'opposition politique ordinaire. Qu'il n'y ait plus de haine dans le pays. Que le pays soit... Parce qu'il y a la politique partout dans tous les pays du monde. Il y a l'opposition, le parti au pouvoir dans tous les pays. Il n'y a pas la haine. Il n'y a pas l'adversité jusqu'à ce qu'il y ait mort d'homme pour le politique. Ça n'existe pas dans plusieurs pays du monde. Mais au Togo, ça existe parce qu'il y avait ce problème-là. Alors, maintenant que la tête a résolu le problème, et nous savons, nous sommes au courant d'avoir certaines informations, nous disons aux gens, faisons de l'opposition responsable, de l'opposition constructive. Ceux qui ont été blessés, on demande, le peuple togolais est très pacifique, le pardon. Ceux qui, la grande majorité de nos concitoyens sont des chrétiens, et la morale chrétienne, prêchée par le Christ, nous parle toujours du pardon et de l'amour, que l'amour peut gagner les ténèbres. Et c'est par l'amour qu'on peut pacifier le pays, reconstruire un pays qui sera une fleur
dans le scénario du monde africain et du monde en général. Les musulmans également n'ont pas une religion qui prêche la haine. Il n'y a pas de prédication de haine dans les mosquées. On prêche les lois de la nature, l'amour du prochain, la solidarité. Donc si nous avons un peuple, les traditionalistes africains, vous savez très bien qu'ils ont leurs lois. Les lois du cosmos, ils sont encore beaucoup plus puritains que les chrétiens et les musulmans. Donc nous avons tous les ingrédients pour nous pardonner au Togo et pour suivre ce ton. Alors, ce qui a manqué, c'est que lorsque l'accord a été signé et que l'UFC, à travers le président Gilchrist Olympio, donnait le ton d'une nouvelle norme de l'opposition politique au Togo, il aurait fallu que lui, il soit à l'époque, ou bien il fut à l'époque, le chef de l'opposition politique. Et cela lui aurait donné les moyens d'orienter l'opposition, de créer maintenant, c'est-à-dire de vulgariser la norme politique nouvelle. Le malheur, c'est que l'UFC est tombé à 3 députés perdant la place de la chefferie de file d'opposition. Donc cela veut dire que l'option qu'il a faite n'a pas été suivie. Non, c'est le destin. C'est le destin. Donc il y a une fenêtre que je dirais malheureuse mais heureuse, qui a permis à une autre mouvance encore, qui est radicale, qui n'a pas fait la mue idéologique et politique de l'UFC, qui devient maintenant le chef de file de l'opposition. Et effectivement, la législature a été catastrophique. Ça. Parce qu'il n'y a eu que des tiraillements, il n'y a eu que des problèmes, il n'y a eu que des... sur presque tous les dossiers. Okay. Je vous prie de m'accorder 3 secondes pour conclure. On y va. Voilà. Maintenant, nous espérons qu'avec les nouvelles législatives, la norme de l'opposition politique que nous prônons redeviendra la tête de l'opposition au Togo. Ça nous permettra de faire l'éducation de l'opposition, le pardon entre citoyens togolais et les défis du développement socio-économique, culturel. Les grands défis qui attendent nos peuples. C'est ça les perspectives d'avenir. Ce sont nos perspectives d'avenir. À l'UFC. Et nous demandons à toutes les forces de l'opposition de travailler avec responsabilité. On ne souhaite plus qu'il y ait des morts au Togo pour des questions politiques. Non. Dépassons cette étape-là. Que les gens ne soient pas obligés de traverser les frontières, de quitter leur maison nuitamment, d'abandonner leur famille, de laisser des orphelins derrière. Comment vous le justifiez? Pour la politique? Vous ne voyez pas que c'est étrange? Donc, chers Togolais, faisons tout pour que notre pays soit pacifié au plan politique. Je disais l'autre fois à certains étudiants que les nations sérieuses qui envoient des satellites dans l'univers sont toujours d'accord sur le politique. Ils ont dépassé les conflits politiques depuis longtemps. Ils peuvent avoir des contentieux sur les techniques, sur les questions techniques. Mais au moins, au Togo, faisons tout pour que dans les prochaines années, nous résolvions la question politique. Et qu'il y ait un accord glacial, froid, mais très positif, entre les acteurs de ce pays sur la gestion politique de la nation. Maintenant, vous voyez qu'on peut faire ce truc d'une autre façon. Je vois qu'on peut le faire de cette façon. Ce sont des petites questions techniques et on va toujours s'entendre sur cela. Voilà. Je suis fond de mots de calcul, parce qu'il y a aussi ça. On prêche pour sa paroisse, les intérêts égoïstes, etc. Alors voilà. Donc je vous donne encore quelques 4-5 secondes pour conclure cette émission. Que dire en fin d'entretien? Je saluerai les téléspectateurs, comme j'avais eu du mal à prononcer leur nom au début. Et je vous remercierai et je demanderai aux Togolais de serrer dur leurs reins et de nous soutenir. Nous qui, étant de l'opposition, nous parlons de paix, nous parlons d'amour et nous parlons de construction positive de notre nation. Que les populations nous soutiennent. Elles ne seront pas déçues. C'est ça, on n'est plus en campagne en tout cas. C'est la fin de ce numéro de Rencontre Échange. Il était question de faire un peu de service après-vente des législatives de jeudi dernier. Monsieur Gala Ekwe, conseiller politique du chef de l'Union des forces de changement, était donc mon invité. Je vous retrouve dimanche et samedi prochain pour un autre numéro. Revoyez à très bientôt. Merci. Merci, vous en prie.